Ses amis l'ont abandonné parce qu'il était faible, mais c'est un dieu qui cache son pouvoir. Yojiri est un enfant stupide et pathétique qui marche dans un couloir rempli de cadavres et de balles qui volent dans toutes les directions. Il se dirige vers une caméra et demande où se trouve Asako, sa gardienne. Il continue à marcher vers une pièce et la porte s'ouvre soudainement. Une femme brandit une arme et retient Asako en otage. Asako demande à la femme ce qu'elle veut, mais celle-ci lui dit de se taire. Yojiri se précipite à l'intérieur de la pièce, heureux de retrouver Asako. La femme dit à Yojiri de ne pas bouger, sinon elle fera sauter la cervelle d'Asako. Asako se plaint d'être blessée, et dans la seconde qui suit, quelque chose se passe. Des vagues apparaissent et la femme tombe morte sur le sol. Asako est confuse, mais Yojiri la serre dans ses bras et lui sourit en lui disant qu'elles doivent rentrer. Un Yojiri plus âgé est réveillé par son camarade de classe Tomoshika qui semble paniqué. Il ouvre les yeux, se demande qui elle est, mais se souvient rapidement qu'il s'agit de la fille au nom bizarre. Il se souvient qu'avant de faire la sieste, ils étaient en voyage scolaire et demande s'ils sont déjà arrivés. Tomoshika lui répond que ce n'est pas le cas et lui dit de se réveiller et de voir ce qui se passe. Yojiri regarde autour de lui et voit plusieurs de ses camarades de classe, inanimés dans leur mare de sauce. Il remarque que l'un d'entre eux est transpercé par quelque chose d'étrange et demande ce que c'est. Il décide de regarder à l'extérieur du bus et remarque que quelque chose s'enroule autour de lui. Il pense qu'il pourrait s'agir d'un serpent géant ou d'un lézard. Pour en avoir le cœur net, il prend un micro au hasard sur le sol et le lance contre le type transpercé. Il s'avère que les morts ne peuvent pas se défendre, mais la chose qui l'a transpercé commence à bouger. Yojiri se tourne à nouveau vers l'extérieur du bus et se rend compte qu'il s'agit d'une énorme wyvern. Le monstre s'envole et décide de foncer sur le bus en se préparant à cracher du feu. Tomoshika le serre dans ses bras, désespéré. C'est à ce moment-là que le cerveau de Yojiri se recompose. La sensation d'une fille remplie de plots qui s'accroche à son bras lui fait changer d'avis. Il se concentre sur l'ouverture d'une porte et prononce un mot, dit « mourir ». La wyvern s'effondre soudainement sur le sol. Yojiri dit à Tomoshika qu'ils sont sains et saufs, mais elle est confuse et demande ce qui se passe. Yojiri sort sa console tout en lui disant de se calmer et de lui raconter ce qui s'est passé. Il commence à jouer à un jeu vidéo, mais elle s'énerve en disant que ce n'est pas le moment de jouer. Après l'avoir regardé jouer un peu, elle lui dit simplement qu'il est nul en jeu vidéo et commence à lui donner des conseils. Mais elle se rend vite compte de leur situation et lui dit que ce n'est pas le moment. Il lui demande si elle se sent mieux, ce qu'elle confirme. Il lui demande de commencer à expliquer comment ils se sont retrouvés dans cette situation. Tomoshika révèle que leur bus roulait tranquillement dans la nuit. Cependant, après avoir traversé un tunnel, ils se sont retrouvés dans un champ étrange. Tout le monde était confus et elle a même demandé à son ami si l'extérieur était toujours comme ça. Mais son ami n'a pas pu lui répondre. Soudain, une fille est entrée dans le bus et a salué tout le monde à l'intérieur. Elle se présenta comme étant Sion, la petite fille du grand sage. Leur professeur s'est levé pour se plaindre, mais la jeune fille lui a tout de suite sorti la tête de l'eau. La fille a ensuite fait comme si de rien n'était, disant aux enfants de se calmer et d'être attentifs sans faire de bêtises. Tout le monde s'est figé sous le choc, car la jeune fille leur a dit de ne pas l'ennuyer, sinon tout le monde subirait le même sort. Elle leur explique que son niveau de puissance est de 530 000. Elle fait ensuite surgir la tête du conducteur, en précisant que c'était une blague et qu'elle s'attendait à ce qu'il rie. Elle sait que ce n'est pas juste, mais c'est ainsi que cela fonctionne dans un monde différent. Elle décide alors d'expliquer toute cette histoire aux élèves. Elle a convoqué tout le monde ici parce qu'elle cherche des candidats sages. Elle révèle que ce monde est gouverné par des sages et que leur nombre est assez faible. C'est pourquoi elle les a convoqués pour recruter du personnel. Elle pointe sa main vers l'avant tout en lançant de la magie. Tomoshika pense que tout le monde va être touché et ferme les yeux. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit plusieurs élèves briller. Cependant, elle était l'une des rares à ne pas briller. Sion révèle alors qu'elle a installé la version de Battlesong sur tous les élèves qui brillent et qu'ils devraient voir des logos à l'écran. Tomoshika est confuse et demande à son amie si elle voit quelque chose. Son amie utilise ses doigts pour toucher de l'air, expliquant qu'elle voit des lettres colorées disant « statue ». Sion révèle alors que ce système ne peut être utilisé que dans ce monde et qu'il s'appelle le don. Tout le monde doit l'utiliser pour essayer de devenir sage dans le mois qui vient. Tomoshika lève la main pour poser une question. Elle affirme qu'elle n'a pas vu les logos ou qu'elle n'a pas brillé. Sion répond simplement que certaines personnes ne sont pas compatibles et qu'elle doit faire avec. Tomoshika est choquée, surtout lorsque Sion lui révèle que si personne ne devient un sage, ils deviendront tous du bétail pour produire de l'énergie magique. Sion explique ensuite que leur première mission commencera dans 1 heure et qu'ils doivent essayer de ne pas se faire anéantir tout de suite. Elle s'éloigne ensuite et Tomoshika s'assoit, révélant qu'elle ne comprend rien. Son ami lui indique qu'il y a des détails concernant leur mission sur leur écran. Il s'avère que leur mission est d'échapper au dragon qui arrive. Tomoshika ne croit pas à l'existence d'une telle chose.
Yasaki essaie de se comporter comme un chef. Il affirme qu'ils devraient essayer d'éclaircir la mission et qu'ils doivent tous travailler ensemble. Pour cela, ils doivent parler de leurs forces et de leurs faiblesses. Chacun écrit son nom et ses statistiques sur un morceau de papier, mais Tomoshika se rend compte qu'il y a 4 élèves, dont elle, qui n'ont pas brillé. Cependant, l'un d'entre eux est Yojiri, qui dort, parce qu'on s'en fout. Ils se plaignent tous de son insouciance, jusqu'à ce qu'ils remarquent que tous les autres sortent du bus. Elles décident elles aussi de sortir, mais Tomoshika reste en arrière pour réveiller Yojiri. L'autre fille essaie de la convaincre de le laisser derrière elle, mais elles entendent soudain 2 types se disputer. Il s'avère que Yasaki ne veut pas que les 4 viennent avec eux. Le délinquant se plaint, mais Yasaki lui dit de se taire parce que sa classe est la générale. Il décide de se transformer en crétin, en cassant les chaises du bus, et explique que c'est le pouvoir d'un don. Il n'est que de niveau 1, mais il est bien plus fort que ces 4 plébéiens d'humains. L'autre fille dit à Yasaki que s'il est fort, il devrait les protéger. Mais Yasaki répond que cela fait partie du plan. Tout le monde est confus, et il dit à la fille à ses côtés d'utiliser son don. Elle active son pouvoir de charme, qui n'affecte personne. Yasaki s'éloigne en expliquant que ce don la rend populaire auprès des monstres. En bref, il y a un dragon dans les parages. Et en utilisant cette compétence sur eux, le dragon les attaquera, tout en laissant aux autres une chance de s'échapper. C'est une décision que toutes les personnes dotées d'un don ont prise. Tomoshika n'arrive pas à croire que son ami puisse la trahir, mais Yasaki révèle qu'elle l'a fait. Mais Tomoshika sait que Yasaki a dû la forcer. Yasaki sort alors et ferme la porte à clé. Ils essaient de l'ouvrir pendant un moment lorsqu'ils entendent soudain un bruit à l'extérieur. Tomoshika pense qu'il s'agit d'un dragon quand soudain, quelque chose s'écrase contre le bus. Le gars panique et Tomoshika remarque que l'autre est sorti. Après avoir tout expliqué, Yojiri se rend compte qu'il y a un gros problème. Il n'a aucun moyen de recharger sa console dans ce monde. Il se lève alors, mentionnant que selon Yasaki, il n'y a plus de danger à l'extérieur. Tomoshika demande si Yojiri a fait quelque chose, mais il répond que le dragon s'est écrasé sur le sol et est mort. Elle sait que c'est une vie, mais il décide de sortir par la fenêtre. Après avoir vérifié les environs, Yojiri remarque qu'ils peuvent aller dans les collines, la ville ou la forêt. Tomoshika fait alors remarquer que quelque chose vole dans le ciel. Elle se rend compte qu'il s'agit de 3 de leurs camarades de classe. Yojiri est impressionné par sa vision à longue distance et lui demande s'il doit les tuer. Elle lui demande ce qui ne va pas dans son esprit. Mais Yojiri répond simplement qu'ils les ont laissés derrière eux pour mourir. Tomoshika dit qu'il ne devrait pas parler de les tuer. Yojiri répond qu'il pourrait être hostile à leur égard. Elle est confuse, mais les gars commencent à s'approcher, également confus parce que le dragon est mort. L'un d'eux remarque que Tomoshika est toujours en vie et se plaint qu'il avait l'intention de transformer son cadavre en zombie pour qu'il puisse se déchaîner, oui ce genre de déchaînement. Les gars discutent entre eux, se plaignant que transformer un cadavre en zombie et l'utiliser est bizarre. En entendant ces mots, Tomoshika se rend compte qu'ils ne peuvent pas être amis. Soudain, l'un d'eux lance une énorme boule de feu qui manque de peu Tomoshika. Les gars continuent de parler entre eux du raffinement de leur magie et du fait que l'un d'entre eux est un guérisseur, l'autre un héros, et le dernier un nécromancien. Le type qui a lancé la boule de feu demande alors à Tomoshika de venir à ses côtés sans résister. Elle ne comprend pas sa demande, mais les 3 hommes lui révèlent simplement qu'ils veulent passer du bon temps avec elle. Tomoshika se rend compte qu'ils en ont tous après son corps. Yojiri est impressionné qu'elle ait le courage de dire cela dans une telle situation. Le nécromancien se plaint qu'elle et Yojiri semblent trop proches. Mais Yojiri dit simplement qu'il s'occupera même de la conversation. Il pointe du doigt le type à la boule de feu et lui dit de mourir. Les 2 autres s'esclaffent mais sont choqués de voir le type s'étreindre au hasard sur le sol. Il demande ce qui s'est passé et Yojiri répond qu'il lui a simplement ordonné de mourir. Il leur dit de ne pas bouger, mais le nécromancien essaie d'aller voir son ami. Yojiri lui dit de mourir lui aussi. Il ne reste plus que Fatso, et Yojiri lui dit que s'il bouge, il mourra. Yojiri promet d'expliquer son pouvoir et demande à Fatso de vérifier si les 2 autres sont vraiment morts. Fatso s'exécute et utilise son pouvoir de guérison, mentionnant qu'il peut guérir n'importe quoi en un instant. Cependant, ses amis ne bougent pas. Tomoshika réalise que c'est Yojiri qui a tué le dragon, mais qu'il ne voulait pas expliquer ce qui s'était passé. Elle se fâche, mais Yojiri lui explique que Fatso est stupide et qu'il doit donc lui expliquer en détail plutôt qu'à elle. Fatso se plaint que Yojiri est allé trop loin, mais notre garçon explique simplement qu'il l'a fait parce qu'ils ont essayé de l'attaquer. Il explique ensuite que sa capacité s'appelle Instant Death, mort instantanée, et qu'elle s'applique à n'importe quelle cible. En fait, il n'a pas besoin de dire aux gens de mourir. Il lui suffit d'y penser. Fatso dit que c'est impossible, mais Yojiri aimerait bien tester cette théorie. Fatso accepte la défaite et tente de s'approcher de Yojiri en faisant semblant d'avoir peur.
mais il se prépare à l'attaquer avec une attaque magique, mais Yojiri lui dit simplement d'arrêter. Fatso est confus et Yojiri lui explique qu'il a aussi une capacité qui lui permet de savoir si quelqu'un a l'intention de le tuer ou non, et pour ne rien arranger, il peut combiner les deux capacités. En bref, il n'a pas besoin de savoir qui essaie de le tuer. Fatso abandonne en larmes et Yojiri demande pourquoi ils sont si arrogants sitôt après avoir obtenu ses compétences. Fatso révèle alors que c'est la deuxième fois qu'ils viennent tous les trois dans ce monde. Ils ont vaincu le monde des démons et sont retournés dans leur monde. Yojiri demande à Tomoshika si les trois ont manqué des cours, et elle répond que non. Fatso révèle que lorsqu'ils sont rentrés chez eux, quelques heures seulement s'étaient écoulées. Yojiri décide de le tuer, mais Fatso demande à Tomoshika de l'aider. Tomoshika répond qu'elle n'est en vie que parce que Yojiri l'a sauvée, et que c'est donc à lui de s'en occuper. Fatso la traite de froide et sort un objet, promettant que si elle le met sur lui, elle deviendra sa servante. En bref, c'est un collier d'esclave, et il le met sur lui. Il agit comme un pervers en marchant vers elle, mais elle lui dit d'arrêter. Le collier commence à l'étrangler et elle lui demande s'il y a un moyen de ne plus être son maître. Fatso obéit à l'ordre, mentionnant qu'elle peut le transférer à une autre personne. Elle le fait et le transfère à Yojiri, qui décide de ne pas le tuer. Au lieu de cela, Fatso doit se rendre dans la forêt remplie de monstres et y attendre. Mais avant de partir, Fatso doit laisser tous ses objets, et ne jamais parler à personne de Yojiri et Tomoshika. Fatso obéit aux ordres et Tomoshika demande si tout va bien. Yojiri répond que Fatso les trahira toujours, et que c'est donc mieux ainsi. Elle lui demande alors s'il ne se doute pas qu'elle pourrait le dénoncer. Yojiri répond simplement que c'est comme ça, après tout, c'est lui qui a décidé de la protéger. Elle rougit en disant qu'elle ne sait pas quoi répondre et qu'ils ne se sont jamais beaucoup parlé auparavant. Elle demande pourquoi il a décidé de la protéger. Yojiri répond d'abord qu'il ne sait pas pourquoi, mais après l'insistance de Tomoshika, il admet que c'est à cause de son intrigue douce et juteuse. Elle rougit et se met en colère, se plaignant que les hommes sont tous les mêmes. Pendant ce temps, Sion est au lit et fait ce qu'il veut. Un gars vient faire son rapport, mentionnant que la première mission a été accomplie avec 4 pertes, 200 capacités et 2 rangs S. Il mentionne que les rangs S sont morts. Il mentionne que les rangs S sont morts instantanément sans avertissement et pense qu'il s'agit d'une magie de mort instantanée. Cependant, elle rejette cette possibilité et retourne se coucher. Yojiri et Tamashiko ont réussi à atteindre la ville voisine. Tamashiko est heureuse, mais Yojiri a sommeil. Ils remarquent que les gardes ferment la porte et se précipitent vers eux, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Les gardes leur ordonnent d'attendre qu'ils appellent leur seigneur. Le seigneur apparaît en disant que cette situation est ennuyeuse et il demande s'ils se sont séparés des garçons qui sont venus à midi. Tamashiko est heureuse parce que le garçon connaît le japonais, mais Yojiri demande simplement aux garçons de les laisser entrer pour qu'ils puissent rejoindre leurs camarades. Le garçon s'énerve en disant que d'habitude les gens doivent payer pour entrer. Cependant, il a reçu l'ordre de ne pas gêner les candidats de sages. Yojiri mentionne alors à ses collègues qu'ils se dirigent vers la capitale et comment ils peuvent s'y rendre, mais ce visage hideux se contente de dire qu'il ne les gênera pas et qu'il ne les aidera pas. Yojiri le remercie et décide de partir. Cependant, ce type dit qu'il veut que Tamashiko passe la nuit chez lui à faire de la Zumba. Elle refuse immédiatement et entraîne Yojiri. Une fois en ville, Yojiri lui demande pourquoi elle s'est enfuie et elle répond qu'elle avait peur que Yojiri le tue. Confus, il lui demande si elle pense qu'il est un tueur en série, mais elle répond qu'elle est surprise qu'il ne l'ait pas remarqué. En regardant autour d'elle, Tamashiko s'enthousiasme parce que la ville ressemble à une ville fantastique. Une jeune fille rusée, nommée Miu, s'approche d'eux et leur demande s'ils sont candidats et s'ils sont perdus, car il semble que ce soit la première fois qu'ils viennent en ville. Tamashiko est excitée de voir des oreilles de chat, mais Yojiri demande ce que veut la fille. La fille au chat explique qu'elle veut les aider gratuitement. Ils sont confus et demandent pourquoi elle fait cela. Miu explique qu'elle veut s'entendre avec les candidats pour 2 raisons. Premièrement, ils ont un avenir garanti et deuxièmement, ils sont faciles à séduire. Tamashiko pense que cette fille est sans espoir, mais Miu répond qu'elle ne veut pas séduire son petit ami, mais qu'elle pense que le secret pour construire une bonne relation vient de l'amitié. Tamashiko explique qu'ils ne sont pas en couple, mais Yojiri veut savoir ce qu'elle pense de leur situation. Elle répond qu'elle veut jeter un coup d'œil à la ville avant la nuit, car c'est son objectif. Yojiri demande à Miu de les accompagner pour une visite. Après avoir fait du shopping, Tamashiko révèle qu'elle ne s'attendait pas à porter ce nouveau type de vêtements de façon aussi décontractée, mais elle est tellement aveugle qu'elle ne se rend pas compte qu'ils sont actuellement encerclés. Yojiri révèle qu'il s'attendait à se retrouver dans cette situation. Tamashiko s'excuse en mentionnant qu'elle voulait suivre Miu parce qu'elle semblait gentille. Les bandits commencent à les malmener, mais Yojiri protège la jeune fille et leur demande s'ils veulent de l'argent. Les bandits révèlent qu'ils veulent de l'argent, mais que leur principale cible sont les candidats sans talent.
Il explique que ceux qui ont des dons vont généralement dans leur ville. Tout le monde les déteste, mais ils ne peuvent rien leur faire. En revanche, les candidats sans talent sont parfaits pour être battus et vendus. Tamashiko commence à paniquer, mais notre Yojiri est encore détendu et il répond qu'il comprend, mais il demande la permission de tuer les bandits. Les bandits le narguent en lui expliquant qu'ils vont les tuer. Tamashiko tente de prévenir Miu en lui expliquant que Yojiri est fort malgré son apparence, mais ce stupide garçon chat pense que ce n'est que du bluff, car 2 personnes sans le don sont aussi inutiles que dans la vraie vie. Yojiri sort son avis de décès et ordonne à tout le monde de mourir en un instant. Les autres bandits sont confus, mais Yojiri poursuit sa tâche en ordonnant au type à l'empreinte de léopard de mourir en 2. Celui-ci s'effondre et Yojiri se rend compte qu'il est impossible d'être à moitié mort. Il décide d'essayer quelque chose de nouveau et pointe la cheville du poulet en lui ordonnant de mourir. Le garçon s'effondre, mais Yojiri pense qu'il s'agit d'une erreur et pointe l'épaule du garçon en lui ordonnant de mourir. Le garçon part lui aussi dans l'au-delà et Tamashiko dit que Yojiri a été trop dur avec les pauvres bandits, mais il révèle qu'il a essayé de les ménager et ordonne à ce chien de mourir. Le garçon devient aveugle, ce qui choque tout le monde. Yojiri poursuit son assaut, obligeant Miu à lui demander qui il est. Yojiri ne répond pas, pensant qu'il n'est pas efficace de tuer des parties individuelles du corps. Miu essaie de jouer la victime en demandant de l'aide parce que ses jeunes frères attendent qu'elle rentre à la maison, mais Yojiri répond simplement que ce n'est pas une raison pour voler et tuer des gens. Le dernier garçon demande s'il n'est pas surdoué, mais Yojiri les montre du doigt et leur dit de mourir. Étrangement, cela ne fonctionne pas car ils sont toujours en vie, alors ils essaient de s'échapper. Tamashiko demande s'il les laisse partir, mais Yojiri répond qu'il a simplement retardé son ordre. 2 bandits tentent de se cacher, mais la mort arrive. Yojiri dit à Tamashiko qu'il est temps de partir, mais ils sont arrêtés par des gardes qui veulent savoir ce qui se passe. Yojiri ment et explique qu'ils se sont perdus et ont trouvé tout le monde mort. L'un des gardes révèle qu'il s'agit d'un mensonge car il a vu tout le monde tomber lorsque les bandits étaient sur le point de les attaquer. Tamashiko se met en colère car cela signifie clairement que les gardes regardaient mais ne les ont pas aidés. Yojiri comprend que les gardes voulaient les laisser se vendre et ensuite retrouver les personnes qui les achèteraient. La gardienne confirme et dit à Yojiri qu'il ne peut rien faire parce qu'ils sont protégés par les cadeaux. Cependant, l'un des gardes utilise ses capacités d'évaluation et révèle que ni Yojiri ni Tamashiko n'ont de dons. Cela signifie clairement qu'ils ne peuvent rien leur faire car ils n'ont aucun pouvoir. Le garçon s'excuse parce que son capitaine est impoli, mais Yojiri s'en moque. Il demande au garçon s'il connaît un endroit où ils peuvent passer la nuit et il les emmène dans un immense manoir, ce qui bouleverse Tamashiko, qui pense qu'il s'agit d'un château. Yojiri lui demande si elle peut partager une chambre avec lui pour économiser de l'argent, mais elle est timide. Il décide de demander des chambres voisines. Tamashiko est heureuse parce qu'elle est grande, mais elle s'interroge sur les véritables intentions de Yojiri lorsqu'il lui a demandé si elle voulait partager sa chambre. Elle réfléchit à la situation actuelle et se demande s'il l'aime bien, mais elle se souvient rapidement qu'il ne s'intéresse qu'à son intrigue juteuse et cotonneuse. Soudain, elle aperçoit un esprit dans les airs et remarque qu'il ressemble à sa sœur aînée, à qui elle demande comment elle est venue au monde. Mais l'esprit lui répond qu'elles sont différentes et se présente comme Mokomoko, son ancêtre et esprit tutélaire. Tamashiko est troublée par la dernière partie et l'esprit lui révèle qu'il est apparu pour l'aider. Tamashiko demande pourquoi maintenant et pas avant, mais l'esprit révèle qu'il avait peur que Yojiri l'efface. Tamashiko est surprise que sa capacité fonctionne avec les esprits et l'esprit implore la jeune fille de lui parler d'elle afin qu'il ne lui fasse pas de mal. L'esprit lui révèle qu'il peut la protéger de tout, sauf des attaques physiques. Il lui révèle également pourquoi Tamashiko n'a pas de don, et que c'est parce qu'elle l'a protégé. Tamashiko se met en colère et demande pourquoi, mais l'esprit lui révèle que c'était dangereux, car les dons ont des avantages, mais ils permettent aussi à Sion de contrôler sa vie. Tamashiko et les 3 autres ont été protégés par les esprits, mais son ancêtre n'en sait rien. L'esprit est heureux d'avoir enfin un successeur pour l'école de tir à l'arc, mais Tamashiko l'ignore en disant qu'elle veut retourner dans son monde. L'esprit s'enthousiasme, mentionnant que c'est la raison pour laquelle elle va enseigner ses vrais arts martiaux. Le lendemain matin, Yojiri remarque qu'elle a l'air fatiguée. Elle lui révèle que c'est à cause des événements récents et lui demande s'ils vont rejoindre les autres. Yojiri lui explique qu'il a rencontré Celestina, une employée, et qui lui a demandé de chercher l'emplacement des autres, de préparer une traduction linguistique et des objets de dissimulation. Celestina a également créé un objet qui lui permettra de recharger sa console. Celestina leur remet des billets pour quitter la ville et Yojiri lui demande de garder tous les objets qu'elle a créés. Ils partent ensuite en train et l'ancêtre de Tamashiko a toujours peur de Yojiri. Tamashiko s'assoit alors à côté de Yojiri et lui demande si elles vont pouvoir rencontrer leurs compagnons. Yojiri répond que d'après Celestina, leurs compagnons doivent aller s'entraîner dans la forêt primordiale.
Soudain, une énorme explosion fait sauter le plafond. Pendant ce temps, dans l'ancienne cité, les gardes tentent d'interroger le chien qui a été aveuglé par Yojiri. Le chien ne veut pas parler et il lui explique que la magie de guérison ne fonctionne pas. Une femme sage, Hien, trouve cela intéressant et retire l'un des yeux du chien. Elle lance sa magie de guérison pour reconstruire l'œil entier, mais le chien ne voit toujours pas. Elle trouve cela encore plus intéressant et décide de se révéler en tant que vampire et mord le garçon pour le transformer et augmenter ses capacités. Elle le guérit, mais le garçon reste aveugle. Soudain, le bâtiment se met à trembler et un garçon appelé le héros apparaît à l'intérieur. Le héros attaque Hien à plusieurs reprises, mais elle se contente de dire qu'elle aime sa robe. Les gardes sont confus car elle n'est pas blessée, mais en fait elle est instantanément guérie. Le héros rengaine son épée et Hien lui demande pourquoi il l'attaque alors qu'il devrait s'occuper du seigneur démon. Le héros la traite de tyran et prépare une attaque qui fait exploser tout le bâtiment. Il est heureux d'avoir enfin réussi à tuer un vampire pour Ariel. Cependant, Hien est toujours en vie et elle lui demande si Ariel est son amante. Il est choqué et n'arrive pas à croire que Hien ait réussi à éviter l'attaque. Cependant, Hien explique qu'elle n'a pas bougé du tout parce qu'elle ne peut pas mourir. Le héros est confus car son attaque aurait dû l'éliminer, mais elle pense simplement que ce serait génial si c'était possible. Finalement, le héros supplie qu'on le tue, mais elle le jette du haut de l'immeuble. Pendant ce temps, dans le train, un message ordonne aux passagers de ne pas bouger parce qu'un sage se bat contre un agresseur. Yojiri pense qu'ils sont en sécurité car personne ne les poursuit, mais Tamashiko ne sait pas ce qui se passe. Il regarde autour d'eux et voit un énorme robot que Yojiri comprend être l'attaquant. Tamashiko utilise son incroyable vue pour dire que le sage flotte et lance plusieurs attaques sur le robot, mais la bataille est plutôt équilibrée. Tamashiko demande si Yojiri peut se débarrasser du robot, mais il lui demande pourquoi devrait le faire. Elle affirme qu'ils vont mourir, mais Yojiri répond qu'ils ne sont pas visés. Il révèle qu'il a des règles pour utiliser son pouvoir, sinon il tuerait simplement tous ceux qui l'ennuient. Soudain, une énorme attaque est lancée vers eux, mais heureusement, le robot l'encaisse. Le sage se plaint que le robot bouge et il attaque avec un énorme sort de glace. Les passagers sont gelés, mais Yojiri parvient à protéger Tamashiko. Elle traite le sage de cruel, mais il s'énerve. Yojiri demande pourquoi il les a attaqués, mais le sage lui dit de s'agenouiller et de le louer comme un chien. Il commence à insulter Yojiri, mais Yojiri l'insulte à son tour et pense à le tuer. Le sage tombe à terre et Tamashiko lui demande s'il a fait ça. Il répond simplement qu'il avait une raison de le faire. Le robot s'approche d'eux, mais il révèle qu'il n'a pas l'intention de se battre. Le robot veut négocier avec Yojiri, promettant de lui donner tout ce qu'il veut. Le robot a peur de Yojiri, mais notre garçon lui demande s'il y a un moyen de retourner dans le monde d'où il vient. Le robot répond qu'il connaît un moyen de retourner dans le monde d'où il vient, mais pas dans celui d'où ils viennent. Yojiri demande si le robot peut les y emmener, mais le robot refuse parce qu'il refuse d'emmener quelqu'un d'aussi dangereux que Yojiri dans son monde. Il explique que ce monde se trouve à l'un des niveaux les plus bas et que pour y monter, il faut une énorme quantité d'énergie et les bonnes coordonnées. Yojiri demande alors au robot de lui donner des conseils sur la façon de trouver l'énergie et les coordonnées nécessaires pour retourner dans son monde. Il demande ensuite si Tamashiko veut quelque chose, mais son esprit les interrompt. Plus tard dans la journée, les gardes découvrent le sage qui a été vaincu par Yojiri. Sion a également découvert leur existence pendant qu'elle parlait à Hien et elle trouve curieux qu'ils aient réussi à tuer un sage. Hien s'intéresse à la capacité de mort instantanée de Yojiri, mais Sion révèle que le sage devrait avoir une résistance à la mort instantanée. Sion part et Hien dit à son subordonné d'aller à Anabusa pour en savoir plus sur Yojiri et Tamashiko. Pendant ce temps, les deux garçons se reposent pour la nuit dans la forêt où l'ancêtre de Tamashiko révèle qu'elle a transformé ses sous-vêtements en katana. Ils marchent dans la forêt jusqu'à ce qu'ils atteignent la ville de Anabusa. Tomoshika est heureuse de constater que la ville ressemble au Japon, mais remarque que Yojiri est en mauvaise condition physique. Yojiri lui répond que c'est normal car il a tué des ennemis sur leur chemin. Elle est confuse, mais en regardant en arrière, elle remarque des monstres et des bandits qui ont essayé de les attaquer. Elle se dit que puisqu'il est fatigué, son pouvoir doit avoir une limite. Yojiri lui répond qu'il peut l'utiliser autant qu'il veut, mais qu'il se sentira fatigué après l'avoir utilisé. Ils entrent dans la ville et l'esprit remarque qu'il y a des barrières au lieu de murs. Tomoshika regarde autour d'elle et voit l'immense hôtel dont la dame de l'auberge précédente leur avait parlé. Il décide d'y rester et y entre, où il rencontre Tachibana, leur camarade de classe. Il est heureux de voir Tomoshika et elle lui demande pourquoi il est ici au lieu d'être avec les autres. Tachibana répond qu'il s'est séparé d'eux parce qu'ils sont inefficaces avec leur niveau. Cependant, une servante n'est pas contente que Tomoshika soit amical envers Tachibana. Le gars lui dit de se calmer parce qu'ils sont camarades de classe.
La fille se tait, mais une autre fille fait l'éloge de Tachibana. Tomoshika est confuse et demande à Yojiri s'il sait de quoi il s'agit, mais il ne le sait pas. Tachibana leur présente alors les servantes, en précisant qu'il s'agit de ses gardes du corps. Au total, elles sont 5 à s'occuper de cette ordure. Les 5 filles se présentent mais en profitent pour menacer Tomoshiko. Elle ne comprend pas de quoi il s'agit, mais Tachibana s'excuse parce qu'il est un bêta qui n'est pas strict avec les filles. Il ordonne aux filles de se taire et Yojiri demande à Tomoshiko si ce type les a aussi laissées derrière lui. Il mentionne qu'il ne connaît pas les capacités de Tachibana, mais qu'il semble assez confiant. Pourtant, Tomoshiko révèle que ce perdant a toujours été comme ça. Il a toujours été populaire auprès des filles et narcissique. Yojiri est surpris, mentionnant que l'école est plus intéressante qu'il ne le pensait. Soudain, cette ordure appelle le destin et invite Tomoshiko à devenir son amante. Il sait que c'est une demande soudaine, mais Tomoshiko est choqué. Le type continue en lui disant de ne pas s'inquiéter pour Yojiri. Il n'a pas l'habitude d'accepter des garçons, mais il peut lui accorder un traitement spécial. Tomoshiko est choqué parce que ce type continue. Même Yojiri mentionne qu'il ne ressent pas d'intention de tuer grâce à cette absurdité. Tomoshiko demande pourquoi il est si confiant et Tachibana répond qu'il a la classe dominator. En bref, il peut dominer tous ceux qui sont plus faibles que lui. Elle est toujours choquée par ses paroles et lui fait remarquer qu'il n'a pas beaucoup progressé par rapport aux autres qui s'entraînent dans la forêt vierge. Cet abruti pense qu'elle l'aime bien et décide de tout lui expliquer. Tout a commencé lorsqu'ils ont organisé une fête après avoir accompli leur première mission. Haruto est venu le voir et lui a donné des conseils. La classe d'Haruto est celle d'un consultant. En bref, c'est un maître de l'intrigue et de l'escroquerie. Haruto a expliqué que tout le monde évitait Ashibana à cause de sa classe et que si quelqu'un ne devenait pas un sage, tout le monde deviendrait du bétail. C'est pourquoi il dit à Tachibana qu'il doit acheter un grand nombre de serviteurs de niveau 1, les moins chers. En bref, les serviteurs se battront pour lui et s'il gagne la bataille, l'adversaire deviendra son serviteur et recevra également des points d'expérience. Cependant, Tachibana mentionne que ses capacités ne contiennent pas cette information. Haruto révèle que sa classe de consultant lui permet de voir les détails cachés des autres. Tachibana veut savoir pourquoi Haruto essaie de l'aider, mais notre maître comploteur veut simplement s'assurer que tout le monde a une chance de devenir un sage et lui souhaite bonne chance. Après cette histoire, Tomoshiko pense que les types de soutien sont trop forts dans ce monde. Yojiri comprend que pendant qu'il parle, le nombre de serviteurs et le niveau de Tachibana augmentent. L'arrogant confirme et demande à nouveau à Tomoshiko de devenir son amante. Elle le rejette mais il lui dit d'y réfléchir et de lui répondre plus tard. Il quitte les lieux et elle lui révèle qu'il est ennuyeux. Pourtant, Yojiri pense qu'il serait plus sûr pour elle d'être aux côtés de Tachibana que de lui. Elle lui demande s'il essaie de la mettre en colère, mais il ne comprend pas sa réaction. Plus tard, Yojiri se repose sur son lit tandis que Tomoshika se demande combien de temps ils sont censés rester dans cet endroit. L'esprit dit qu'il devrait partir après le réveil de Yojiri, mais Tomoshika répond que cela fait déjà 3 jours. Elle demande à l'esprit d'aller le voir, mais l'esprit refuse parce qu'elle ne sait pas ce qu'il va lui faire. Tomoshika dit alors qu'elle en a assez de rester à l'intérieur et qu'elle veut sortir un peu. Soudain, elle voit de la fumée dans les rues. C'est parce que le type à qui l'un a dit de s'occuper de Yojiri est en train d'entrer dans la ville et de tout détruire. Il annonce que son armée immortelle recrute et que si les citoyens meurent, ils deviendront des soldats zombies. L'esprit dit à Tomoshika que ce n'est pas bon car cela sent la mort. Tomoshika est choqué et demande comment ce monde peut être si bizarre car les gens y meurent facilement. Pendant ce temps, la femme de chambre de l'autre homme marche dans le couloir tout en étant invisible. L'esprit demande alors à Tomoshika si elle ne veut pas sortir, mais elle refuse en disant qu'elle se sent plus à l'aise à l'intérieur. L'esprit dit qu'ils ne peuvent pas rester ici éternellement, d'autant plus qu'un ennemi la vise en ce moment même, mais qu'ils ne peuvent pas le voir. Tomoshika est confuse et demande ce qu'ils peuvent faire contre quelqu'un qu'ils ne peuvent pas voir. Elle décide d'appeler la chambre de Yojiri pour le réveiller, mais l'esprit pense qu'elle compte trop sur lui. Pendant ce temps, le téléphone sonne alors que Yojiri rêve de son enfance. Il se souvient s'être réveillé avec son chien qui lui léchait le visage et Asako qui lui disait que le petit déjeuner était prêt. Il se réveille alors de son rêve et décroche le téléphone, promettant d'aller dans la chambre de Tomoshika. En sortant, il constate que le couloir est vide. Cependant, la femme de chambre est invisible et sort un poignard. Yojiri ferme les yeux et se concentre pour sentir l'intention de tuer. Il parvient à voir la fille et découvre qu'elle a l'intention de s'en prendre à Tomoshika. Il sort sa note de mort mentale et la fille tombe sur le sol. Il entre dans la chambre de Tomoshika et lui explique qu'il y avait quelqu'un devant sa chambre pour la tuer. Tomoshika ne comprend pas pourquoi elle a été prise pour cible, mais Yojiri appelle simplement la réception pour dire que quelqu'un s'est effondré dans le couloir. Tomoshika demande pourquoi il a fait cela, mais il répond qu'il les soupçonnerait s'il ne le faisait pas.
Pendant ce temps, Tachibana reçoit une alerte indiquant que le signal de sa femme de chambre a disparu. Mais il doit s'inquiéter de l'autre monstre à l'intérieur du donjon. Le monstre l'attaque mais il utilise la barrière pour le bloquer. Il pense que c'est ennuyeux et utilise la barrière pour attaquer, mutilant le bras du monstre. L'un des serviteurs est très content et dit qu'il est bien trop fort pour les monstres du 100e étage. Le monstre demande qui est Tachibana, mais ce type utilise son menu pour utiliser la compétence Flare Bombe. Le monstre est vaincu, et il lui marche dessus pour conclure un contrat. Le monstre l'appelle maître et la fille lance un sort de guérison pour restaurer les parties de son corps. Tachibana demande alors combien d'étages il y a dans ce donjon et découvre qu'il y en a 150. Il ordonne alors au monstre de se rendre à l'étage inférieur et de collecter d'autres serviteurs. Le monstre part et Tachibana demande où se trouve la servante. L'autre fille répond qu'elle doit être à l'hôtel. Tachibana décide alors d'utiliser sa compétence pour voir ses souvenirs, mais il la voit s'effondrer. Il pense qu'elle a été attaquée par derrière, mais l'autre fille ne pense pas qu'elle aurait laissé quelqu'un la surprendre. Il demande alors ce que faisait la femme de chambre dans le couloir, ce à quoi la fille répond qu'il y a deux possibilités. Premièrement, elle voulait amener Tomoshiko et le rendre heureux. Deuxièmement, elle voulait éliminer Tomoshiko. Il est troublé, car cela ne lui conviendrait pas. La jeune fille explique que les opinions de son serviteur ne correspondent pas toujours aux siennes. Il s'inquiète car cela pourrait pousser Tomoshiko à s'enfuir et ordonne à deux autres serviteurs de la maintenir en place. De retour à l'hôtel, Tomoshiko se rend compte qu'il s'agit de la servante de Tachibana et Yojiri pense que ce n'est pas bon. Il dit à Tomoshiko de préparer ses affaires pour quitter cet endroit. Elle confirme, mais il est surpris qu'elle soit si calme dans cette situation. Tomoshiko répond qu'elle a l'habitude de voir des morts lorsqu'elle est à ses côtés. L'esprit ajoute que les humains mourront de toute façon. De plus, les membres de sa famille ne devraient pas être bouleversés par quelque chose d'aussi élémentaire. Tomoshika se met en colère et demande à l'esprit d'arrêter de parler de philosophie. Il commence à s'enfuir, mais un autre serviteur de Tachibana apparaît et demande où ils vont. Yojiri lui demande ce qu'elle veut, mais la jeune fille lui jette un sort pour l'enfermer dans un cristal de glace. Elle lui révèle joyeusement que son patron lui a demandé de lui amener Tomoshiko. Mais Yojiri donne un coup de poing dans la glace et se libère. La jeune fille et Tomoshiko sont confus car il devrait être facile de le briser. Pourtant, Yojiri répond qu'il a essayé de tuer la glace, ce qui a fonctionné. Tomoshiko est confuse et demande ce qu'il entend par tuer la glace. Le serviteur est choqué et commence à lancer plus de magie. Mais Yojiri tue la magie, puis son bâton. La jeune fille tombe à genoux et Yojiri lui explique qu'il peut tuer tout ce qui lui passe par la tête. Elle doit donc être une bonne fille et répondre à quelques questions. Elle accepte et il lui demande si elle peut utiliser la magie sans bâton. La jeune fille révèle qu'en raison de sa classe, elle ne peut utiliser la magie que lorsqu'elle tient un bâton. Yojiri sait que cela signifie qu'elle doit avoir des bâtons de rechange. La jeune fille confirme et sort un autre bâton d'Apilande. Tomoshika demande pourquoi elle le cache là, mais dit aussi à Yojiri d'arrêter de chercher. Il est surpris car il ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse les utiliser de cette façon. Il parle ensuite de ce qu'elle vient de dire, à propos d'emmener Tomoshika à Tachibana, et demande ce qu'il en est des autres. Elle répond que tout le monde a reçu le même ordre. Soudain, une autre fille se trouve au plafond et tente d'attaquer Tomoshiko. Celle-ci utilise rapidement ses compétences en judo pour la mettre à terre. Yojiri est surpris, mais l'esprit mentionne que les talents de Tomoshiko en matière d'arts martiaux sont en train de s'éveiller. Cependant, lorsqu'il regarde correctement la fille, il remarque qu'il s'agit d'une poupée. D'autres poupées les entourent, et l'autre fille tire une autre baguette de ses cheveux, mentionnant qu'elle pensait pouvoir le faire seule. Les yeux de Yojiri brillent et la fille tombe morte sur le sol. La fille qui contrôle les poupées est assise dans les escaliers et leur ordonne de s'en occuper, mais de laisser Tomoshiko en vie. Mais Yojiri tue toutes les poupées. La fille commence à paniquer et ils parviennent à la retrouver. Elle les supplie de ne pas la tuer, ce qui donne à Tomoshika l'impression que ce sont eux les vrais méchants. Pendant ce temps, Tachibana se rend compte que son serviteur est mort et que la petite fille a perdu sa volonté de se battre. Il raconte tout à Yojiri et à Tomoshika. En entendant la conversation, il dit aux autres servantes que Yojiri peut tuer n'importe quoi rien qu'en pensant. Elles ont toutes du mal à le croire, mais Tachibana pense qu'elle devrait d'abord les observer et les conduire à un endroit où elles pourront leur tendre une embuscade. Tomoshika et Yojiri commencent à descendre les escaliers jusqu'à ce qu'ils les voient remplis de cafards. Elle hurle de peur, et lorsque Yojiri s'apprête à prononcer son nom, elle l'en empêche car cela va la traumatiser. L'esprit sait que Tachibana utilise les insectes pour les surveiller. Tomoshika demande si Yojiri peut les tuer, ce qu'il confirme, mais les insectes pleuvront sur leur tête. Elle refuse cette idée, mais il mentionne qu'il pourrait entrer dans sa bouche et l'étouffer. Elle l'imagine et décide de se venger de Tachibana. L'esprit mentionne que Tachibana pourrait faire du monde entier son ennemi.
Tachibana observe la situation, pensant que Yojiri ne peut rien faire. Il pense à utiliser les cafards pour les faire crier et les poursuivre. Cependant, sa servante lui dit qu'il devrait être prudent car ils ne connaissent pas le pouvoir de Yojiri. Il refuse d'abandonner et ordonne aux cafards de tuer Yojiri. Ils activent tous la soif de sang, ce qui effraie Tomoshika. Yojiri dit qu'il devrait tuer Tachibana parce qu'il pense que cela ne demandera pas trop d'efforts. Il utilise l'intention meurtrière des cafards pour repérer la position de Tachibana et lui dit de mourir. Tachibana s'effondre sur le sol, ce qui choque tous ses serviteurs. Cependant, Tomoshika panique parce qu'il a échoué et que les cafards sont toujours en vie. Yojiri explique que son pouvoir ne faiblit jamais car si ses ennemis peuvent l'atteindre, il peut aussi les atteindre. Après tout, le monde ne laisse personne agir sans conséquence. Tomoshiko remarque que les cafards sont plus actifs et il explique que c'est parce que la mort de Tachibana les a libérés. Elle panique, mais il lui attrape le bras et lui dit de courir. Pendant ce temps, les serviteurs de Tachibana tentent toujours de le guérir. L'autre lui dit qu'ils sont libres maintenant et s'en va. Yojiri et Tomoshiko traversent alors une ruelle pour quitter la ville, mais ils entendent soudain des cris. Ils voient que la ville est remplie de zombies. Les zombies commencent à faire des ravages dans la ville et Tomoshika s'interroge sur ce qui se passe. Yojiri lui répond que les zombies sont lents et qu'il devrait être possible de s'échapper s'ils sont prudents. Tomoshika demande s'ils ne peuvent pas aider et Yojiri répond qu'il sera difficile de sauver la ville. Même l'esprit leur dit de partir avant que les choses n'empirent. Pendant ce temps, le maire se plaint de Masayuki qui a libéré les zombies dans la ville, expliquant que la sage vampire, lui a donné les droits de gestion de la ville. Masayuki lui dit simplement de ne pas s'inquiéter car l'aire du candidat sage est sous la responsabilité de l'un. De plus, le maire ne devrait pas s'inquiéter car ils ont mené les mêmes batailles. Le maire répond que Masayuki est déjà mort et qu'il est devenu un mort-vivant, et qu'il devrait donc regrouper ses zombies et quitter la ville. Le zombie, lui, révèle que c'était l'ordre de l'un. Il demande au maire de lui remettre la clé de la ville. Comme il s'agit d'un ordre, le maire lui donne la clé et lui demande ce qu'il va faire. Il utilise alors les haut-parleurs de la ville pour ordonner à ses zombies d'arrêter de bouger. Le type se présente ensuite à tous les citoyens et utilise un écran géant pour montrer les photos de Yojiri et Tomoshika. Il explique qu'il est à leur recherche et que les humains restants doivent les amener sur la place centrale dans l'heure qui suit. Si les citoyens ne le font pas, il fera repartir ses zombies. Au même moment, Yojiri et Tomoshika tentent de se faufiler hors de la ville. Ils entendent tout ce que l'autre type a dit, mais aussi qu'il a verrouillé toute la ville pour empêcher les gens de s'enfuir. Chaque citoyen comprend alors qu'il n'a que deux options, capturer Yojiri et Tomoshika ou devenir un zombie. Le maire entre soudain dans la pièce où parle Masayuki, se plaignant d'avoir blessé les citoyens. Masayuki lui répond que s'il ne les menaçait pas, il ne chercherait jamais les étudiants. Tous les habitants de la ville se mettent à la recherche des deux autres, ce qui les oblige à se cacher dans les ruelles. Tomoshika pense que les humains sont maintenant bien plus dangereux que les zombies, mais Yojiri répond qu'ils doivent courir pour éviter d'être trouvés. Tomoshika demande alors pourquoi ils sont poursuivis. Yojiri réfléchit et répond que c'est probablement parce qu'il a tué l'autre sage. 3 hommes effrayés parviennent à les retrouver et promettent de les emmener, quitte à les tuer. Yojiri trouve cela bien rapide et prévient les hommes que s'ils s'approchent, il les tuera. L'un d'eux l'ignore et tente d'attaquer, obligeant Yojiri à le tuer mentalement. Les autres commencent à paniquer et Tomoshika se plaint de la façon dégoûtante de tenir une promesse. Yojiri répond que ces types essaient de les tuer, et qu'ils doivent donc s'attendre à être tués. Il remarque alors que les 2 autres s'enfuient et pense que Masayuki est à l'origine de cette situation parce qu'il pense que Yojiri ne peut pas tuer une personne normale. Il révèle qu'il est maintenant ennuyé et pense à aller sur la place pour négocier avec Masayuki. Ils partent à sa rencontre, mais trouvent l'endroit assez sinistre, comme si c'était Halloween. En s'approchant, Yojiri demande qui est Masayuki. Le type ne les reconnaît pas et leur demande s'ils sont venus ici parce qu'ils ont renoncé à courir. Il les traite d'ennuyeux pour avoir essayé de se sacrifier pour les gens, mais Yojiri le traite de stupide. Tomoshika commence à paniquer après avoir entendu ces mots, et Masayuki demande ce que veut Yojiri car s'il le tue, le jeu est terminé. Yojiri répond qu'il veut prendre un train pour se rendre à la capitale royale et que Masayuki serait gentil de lever la barrière autour de la ville. Masayuki est choqué d'entendre ces mots et se met en colère. Il commence à se plaindre, mentionnant que Yojiri est dans une mauvaise position pour négocier en ce moment. Yojiri se rend compte que c'est vrai et pense qu'il doit avoir quelque chose à offrir. Il dit donc simplement qu'il laissera Masayuki vivre, même s'il pense que ce serait une mauvaise chose. Masayuki devient encore plus furieux, traitant Yojiri de fou et lui demandant s'il veut mourir tout de suite. Il ordonne à son armée de corps immortels d'attaquer Yojiri, expliquant que Yojiri ne peut pas tuer quelque chose qui est déjà mort.
Mais comme on pouvait s'y attendre, notre garçon leur ordonne de mourir et ils s'effondrent tous. Masayuki est choqué car il ne comprend pas ce qui se passe, et le maire en profite pour dire qu'il n'est impliqué dans rien. Masayuki veut savoir comment les morts sont morts. Yojiri répond qu'il n'en sait rien non plus, mais comme les morts vivants bougeaient, cela signifie qu'ils étaient vivants. Tomoshika se plaint alors que Yojiri n'a pas tenu compte de ce qui venait de se passer, mais a simplement répondu à la question. Masayuki n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de se passer, mais Yojiri donne la plus grande des réponses. C'est lui qui décide ce qui est mort. En résumé, si ça bouge, c'est vivant. Si ça s'arrête, c'est mort. Masayuki se met en colère et appelle son maître Lin, mais Yojiri lui demande simplement ce qu'il va faire puisque ses camarades sont déjà morts. Masayuki refuse d'accepter la capacité de mort instantanée de Yojiri. Il commence à se transformer en un mélange de Batman et de loup-garou, mais Yojiri lui dit de mourir. Tomoshika se plaint qu'elle voulait d'abord voir la transformation. Elle demande alors ce qu'ils vont faire maintenant, car ils ne peuvent pas négocier avec les morts vivants. Yojiri répond que ce n'est pas un problème et s'adresse au maire. Celui-ci panique et supplie de rester en vie, promettant qu'il veut juste que sa ville reste en sécurité. Yojiri répond simplement qu'ils ont fait ça pour se protéger. Le maire explique alors que tout cela est dû au fait que Sage Lin a ordonné à Masayuki de tuer les deux. En entendant ce nom, Tomoshika demande si Sion n'est pas le vrai nom. Le maire explique alors que Sion est aussi un sage, mais que cette ville est sous le contrôle de Lin. Tomoshika est confuse car ils sont venus dans ce monde à cause de Sion, et maintenant un autre sage veut les tuer. Le maire explique qu'il ne sait pas grand-chose à ce sujet, mais qu'il n'a pas l'habitude d'interférer avec les candidats sages. L'esprit appelle alors Yojiri, mais celui-ci répond qu'il sait déjà qu'une sorte de manipulation spirituelle se dirige vers cette zone. Soudain, Yojiri commence à ressentir des intentions meurtrières tout autour de la place. Tous les citoyens s'approchent. Le maire vérifie alors le corps de Masayuki, expliquant que s'ils utilisent la magie spirituelle, les barrières de la ville devraient les protéger. Il essaie d'activer la clé, mais cela ne fonctionne pas. Il se rend alors compte que c'est Lin qui contrôle la barrière. Pendant ce temps, Lin tente de diriger un énorme monstre vers la ville. Son nouveau serviteur vampire, qui est l'un des esclaves de Tachibana qu'elle a transformé, se plaint que c'est dangereux. Lin explique cependant que Tachibana a été tué à distance parce que son hostilité a été repérée. Lin demande comment elle évalue le niveau de menace de Yojiri, et la servante répond qu'il est supérieur à celui d'un sage ou d'un être mythique. Elle demande à Lin de ne pas s'approcher de Yojiri, mais Lin refuse. Lin se rend compte que même si sa servante sait qu'elle est immortelle, elle s'inquiète pour elle. Cela signifie que Yojiri doit être une sorte de dieu de la mort. Pendant ce temps, à l'intérieur de la ville, Tomoshika demande si Yojiri ne peut pas tuer la source qui contrôle les citoyens. Il répond que c'est différent du cas de Tachibana. Il commence à tuer tous ceux qui essaient de les attaquer, et les gens tombent les uns après les autres. Il a l'impression qu'il s'agit d'un test comme celui qu'on lui faisait subir lorsqu'il était enfant. Yojiri remarque alors que le maire est paniqué de voir ses concitoyens mourir devant lui. Mais Lin lui révèle que son plan est de provoquer indirectement la mort de Yojiri. Elle crée alors un autre clone d'elle-même et ordonne à son clone de s'envoler et de créer encore plus de clones. Yojiri remarque que l'intention de tuer devient de plus en plus forte, mais elle aperçoit ensuite l'agresseur sombre. L'immense agresseur détruit tout ce qu'il traverse et les gens commencent à paniquer. Au même moment, Lin révèle que ses clones ne savent rien de Yojiri et qu'ils n'ont aucune intention de meurtre à son égard. Il ordonne alors à ses clones d'attaquer la ville lorsque l'agresseur tentera d'attaquer ou mourra. Tomoshika demande alors à Yojiri s'il peut tuer l'agresseur. Il répond par l'affirmative, ce qui la choque car elle ne s'y attendait pas. Le maire supplie Yojiri de sauver la ville, mais il a un mauvais pressentiment. Néanmoins, il ordonne la mort de l'agresseur, et pendant que l'effet se fait sentir, il remarque que la ville est attaquée depuis les airs. Il sauve Tomoshika, qui se demande si l'agresseur est à l'origine de cette attaque. Yojiri révèle qu'il a tué l'agresseur, mais que cette attaque s'est mêlée à l'intention meurtrière des ténèbres pour passer inaperçue. Il se rend compte que cette attaque n'a pas de cible, mais que le but est de détruire tout le monde. Il pense que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'était qu'un test, mais Tomoshika lui dit d'arrêter de profiter de son nouvel oreiller. Il se lève alors et Yojiri explique qu'il ne sait pas ce qui se passe. En regardant le ciel, Tomoshika explique qu'elle voit plusieurs femmes en robe pleuvoir du ciel. Le maire comprend qu'il s'agit de Lin et Tomoshika demande si Yojiri peut lui faire quelque chose. Il explique qu'il ne peut rien faire car elle ne le vise pas. De plus, ils se déplacent tous si vite qu'il ne peut pas les trouver. Bref, tout cela est prévu pour faire face à son habileté. Comme toutes les femmes se ressemblent, Tomoshika demande combien il existe de Lin. Le maire révèle alors qu'il s'agit de clones car Lin a de superbes capacités de régénération. Yojiri révèle qu'il peut y faire face, mais que ce serait plus facile si elle le visait.
Le maire fait alors apparaître un hologramme de la ville et explique qu'il y a un schéma dans les attaques. Il n'attaque pas 2 fois le même endroit et les attaques ne sont pas rapprochées les unes des autres. L'esprit traite même l'Inde idiote parce qu'elle essaie de rendre les choses aléatoires, alors qu'elle les a rendues cohérentes. Tomoshika pense qu'ils peuvent utiliser ces informations pour prédire où aura lieu la prochaine attaque. Le maire comprend rapidement où elle aura lieu et Yojiri dit qu'il s'y rendra. Le maire révèle alors qu'il l'aidera grâce à sa capacité de téléportation. Tomoshika veut aussi venir. Yojiri lui dit de se cacher mais ajoute qu'elle est la seule à pouvoir tout voir. L'esprit veut aussi l'aider et il décide de se téléporter. Yojiri et Tomoshika se tiennent la main et elle le conduit à l'endroit où le clone va frapper. Il ordonne au clone de mourir et l'esprit utilise une capacité pour créer un bouclier autour d'eux. Après l'impact, le bouclier est récupéré et Tomoshika est soulagée car elle pensait mourir. Yojiri remarque alors quelque chose sur la main de Tomoshika et lui demande ce que c'est. L'esprit a utilisé son pouvoir pour combiner une partie des sous-vêtements de Tomoshika avec le pouvoir de l'agresseur précédent qui peut se transformer en abri. L'esprit est inquiet car vaincre les clones ne servira à rien dans le jeu final. Yojiri lui répond que tout va bien. Les clones tombent et disparaissent, ce qui amène l'un à se demander comment les vampires immortels peuvent mourir. Son serviteur lui dit qu'il ne devrait pas viser Yojiri, mais l'un répond qu'elle doit simplement créer de nouveaux clones avec des paramètres différents. Soudain, elle ressent une étrange sensation dans son corps et réalise que son vrai corps, caché dans une autre dimension, est mort. Elle se lance alors dans un saut à l'élastique sans corde, mais pense que c'est ainsi qu'elle sauvera la jeune fille. Elle disparaît soudainement et Tomoshika se rend compte qu'il n'y a pas d'attaque à venir. Il retourne alors chez le maire pour tout préparer et s'enfuir. Pendant ce temps, une jeune fille se réveille et remarque que son lit ressemble à un cercueil. Elle pense qu'elle est un vampire et voit une pierre dans sa main. Le rocher montre l'hologramme de l'un, expliquant que son plan a réussi et qu'elle est morte alors que la jeune fille a survécu. Elle explique ensuite à la jeune fille qu'elle est un clone plus jeune d'elle qui n'a pas récupéré ses souvenirs pour éviter d'être la cible de Yojiri. De retour en ville, le maire les remercie pour leur aide et leur donne une voiture, en leur disant de faire attention. Tomoshika se plaint que Yojiri joue à des jeux au lieu de conduire. Il explique que c'est parce qu'il percute toujours les murs lorsqu'il joue, et qu'il ne peut donc pas conduire. Sur ce, Tomoshika est prête à conduire et l'esprit révèle que sa famille est capable de conduire n'importe quoi. Alors qu'elle traverse un canyon, Tomoshika tente de réveiller Yojiri et de le convaincre de conduire, mais il rêve du moment où il a rencontré Asako, sa mère adoptive. Ce jour-là, Asako passe un entretien d'embauche dans un institut de recherche, mais en lisant le contrat, elle remarque une clause stipulant qu'elle ne pourra pas se plaindre si le travail est la cause de sa mort. Elle a évidemment essayé de refuser et de partir, mais on l'a forcée à signer. Elle pensait qu'il s'agissait là de la base d'une organisation maléfique, mais Yukio essayait de le nier. Alors qu'ils étaient dans l'ascenseur, elle voulut connaître les détails de son travail, mais Yukio lui répondit qu'elle devait simplement s'occuper d'un monstre. Yukio lui expliqua qu'il ferait des expériences dans leur institut. En bas, elle remarque qu'il fait sombre et qu'il y a quelque chose d'écrit sur les portes. Yukio lui explique qu'il s'agit d'une écriture. Elle lui demande où il l'emmène et il lui révèle qu'il s'agit de son lieu de travail. Alors qu'ils prennent un autre ascenseur, il lui demande si elle connaît l'Alpha Oméga. Comme elle l'ignore, il lui explique que cela signifie « tout ou l'éternité » et que c'est le nom du cobaye dont Asako va s'occuper. Asako demande si ce sujet est humain, mais Yukio ne peut pas lui donner de réponse car il ne l'a jamais vu. Tout ce qu'il sait, c'est qu'Alpha Oméga peut tuer tout ce qu'il veut par la seule pensée. Asako n'arrive pas à croire qu'ils attendent d'elle qu'elle s'occupe d'un tel monstre, mais Yukio répond que c'est possible parce qu'elle a une licence d'enseignante et qu'elle réalise que c'est la seule raison pour laquelle elle a obtenu ce travail. Yukio tente d'expliquer que si elle ne le fait pas, l'humanité risque de mourir. Il explique qu'ils pensent qu'ils ne peuvent éviter cela qu'en fournissant une éducation appropriée. Elle se plaint qu'il y a d'autres personnes plus aptes à faire ce travail, mais Yukio révèle qu'elle est parfaite pour ce travail. Après avoir atteint le dernier étage, elle remarque une porte de coffre-fort. Yukio lui explique qu'il ne peut pas aller plus loin et lui donne des papiers avec des instructions. Il lui souhaite bonne chance et prend l'ascenseur. Elle ouvre la chambre forte à l'aide de cartes et constate que l'intérieur n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Elle suit le plan et atteint une maison, mais ne semble y trouver personne. Elle entend alors des bruits provenant d'une pièce. Elle ouvre la porte et voit qu'Alpha Oméga est un petit garçon innocent. Malgré son choc, elle se plaint que tout le monde a peur d'un enfant et le prend dans ses bras. Elle sort et le jette par terre en lui disant d'être un enfant normal et de jouer dehors. L'enfant est confus et la montre du doigt. Elle a peur, se rappelant qu'il peut tuer n'importe quoi par la simple pensée. Soudain, elle entend quelque chose tomber sur le sol et voit une sorte d'ombre.
Le garçon révèle que la chose se cachait dans l'ombre juste pour arriver ici. Il l'appelle un démon, révélant qu'ils viennent souvent là pour le tuer. Asako est confuse et le garçon lui dit que cela ne le dérange pas de jouer dehors, mais il demande s'il peut le faire demain parce que c'est bientôt le soir. Asako se rend compte qu'elle l'a oublié après avoir perdu la tête et l'aide à se relever. Elle se présente et demande au garçon son nom, et il répond qu'il s'appelle Alpha Omega, mais qu'avant d'arriver là, il s'appelait Laura Kakushi. Il dit qu'il a faim, ce qui lui fait comprendre qu'elle doit aussi préparer ses repas. Elle vérifie le réfrigérateur et se rend compte qu'elle ne sait pas cuisiner. En vérifiant chaque compartiment de la cuisine, elle trouve des nouilles et les donne à manger à l'enfant. L'enfant dit qu'il les aime, mais Asako réfléchit encore à son nom. Elle lui demande de parler de ses parents, mais le garçon ne sait pas ce qu'est un parent. Elle le regarde et pense à un chien qu'elle appelle Yojiri. Le garçon demande si Takatsu Yojiri sonne bien, mais Asako ne comprend pas pourquoi il utilise son nom de famille. Mais elle se rend compte qu'il ne sait pas ce qu'est une famille, alors elle décide de le laisser utiliser ce nom et lui apprend à serrer la main et à saluer quelqu'un. Pendant ce temps, Tomoshika le réveille pour lui parler du rocher qui se trouve sur leur chemin. Elle lui fait remarquer qu'il a dormi tout le temps, mais il lui explique que c'est parce qu'il a dépensé trop d'énergie lors du dernier combat. Yojiri pose la question la plus importante, pourquoi vont-ils à la capitale? Tomoshika est choqué car il aurait pu poser cette question avant qu'ils ne partent. Yojiri explique que leur but est de retourner au Japon et que pour cela, ils doivent parler à Sion. Mais il pense qu'il y a un meilleur moyen de lui parler sans aller à la capitale. Tomoshika répond que leurs camarades de classe s'y rendent tous. Elle reprend la route en espérant trouver un autre moyen de les emmener à la capitale, mais soudain, il tombe sur quelque chose. Dehors, il voit un dragon qui s'apprête à les attaquer, mais Yojiri lui ordonne de mourir. Tomoshika est soulagée jusqu'à ce qu'elle remarque que plusieurs autres dragons volent vers eux. Yojiri se rend compte qu'ils sont sur leur territoire. Les dragons se préparent à cracher du feu et Tomoshika lui attrape le bras en lui demandant de faire quelque chose car les dragons ont l'intention de les tuer. Yojiri ordonne à tout le monde de mourir et les dragons commencent à pleuvoir, ce qui amène Tomoshika à comparer cela à une publicité pour un insecticide pour dragons. Elle pousse un soupir de soulagement, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'ils ont été recouverts par une grande ombre. Elle voit un énorme dragon doré devant eux et commence à paniquer en pensant qu'elle pourrait être électrocutée, mais Yojiri révèle qu'il ne perçoit aucune intention meurtrière. Le dragon les regarde et leur dit qu'ils peuvent passer. Tomoshika est troublé par ces mots, mais le dragon se retourne et s'envole, paniqué. Yojiri lui demande d'attendre et lui demande pourquoi les dragons les ont attaqués s'ils peuvent les comprendre. Le dragon l'ignore, mais Yojiri promet de faire de même avec les autres dragons. Il s'avère que l'énorme dragon est en fait une petite fille qui tremblait de peur et savait qu'elle devrait s'envoler sans parler. Tomoshika est troublé par sa nouvelle apparence et l'esprit lui révèle que cela arrive souvent dans les mondes parallèles. Yojiri demande pourquoi la fillette les a attaqués. La jeune fille explique qu'elle essayait de voir s'ils étaient qualifiés pour rencontrer le maître du sabre. Yojiri et Tomoshika sont troublés par ces paroles. La jeune fille leur demande s'ils ne sont pas venus pour voir le maître du sabre, mais ils répondent qu'ils s'en fichent complètement car la seule chose qu'ils veulent, c'est se rendre à la capitale. La jeune fille leur explique que le maître de sabre se trouve dans ce canyon et que s'ils le rencontrent, ils pourront recevoir un cadeau. Bref, elle n'est là que pour tester les personnes qui veulent le rencontrer. Mais notre duo n'en a cure. La petite fille ne cesse de répéter que l'épée dont elle parle est formidable et qu'elle peut rivaliser avec les sages grâce à elle. Yojiri pense qu'elle doit avoir des informations sur la façon de retourner dans leur monde d'origine, mais Tomoshika pense qu'ils ne doivent pas faire diversion car ils sont déjà perdus. La jeune fille en profite pour leur proposer un marché. Elle les guidera jusqu'à la capitale, mais ils devront d'abord rencontrer l'homme à l'épée. Ils acceptent le marché et la jeune fille se présente sous le nom d'Atiya. Après un voyage rapide, ils atteignent un endroit où plusieurs personnes se sont rassemblées en attendant le sabreur. Ils commencent tous à se plaindre de la tromperie dont ils ont fait l'objet en arrivant dans un véhicule. Yojiri est troublé par les propos de chacun, mais Atiya lui explique qu'aujourd'hui a lieu la sélection pour le Saint-Roi. En bref, si quelqu'un devient chevalier du Saint-Roi, il peut devenir disciple du Saint de l'épée, donc tout le monde ici vise à devenir le prochain Saint de l'épée. Un autre garçon les regarde et dit qu'ils ont été disqualifiés malgré leurs efforts. Une autre voix dit que la sélection n'a pas encore commencé et que personne n'a été disqualifié. Ils voient enfin le maître de sabre, qui leur fait passer leur première épreuve, une bataille royale à mort. Tomoshika n'arrive pas à croire le vieil homme, mais Yojiri lui demande s'il peut partir. Atiya est confus, mais le vieil homme crée une règle selon laquelle si Yojiri part, tout le monde sera disqualifié. Tout le monde commence à s'entretuer sous les yeux de Yojiri et de Tomoshika.
Un groupe les prend soudain pour cibler. Comme Yojiri n'a pas d'autre choix, il décide de les tuer. Mais un inconnu s'avance et promet de les protéger. Il traite tout le monde de stupide en disant qu'ils ont tous mal compris l'intention du maître du sabre. Il pense qu'il s'agit d'un test pour déterminer s'ils ont la bonne personnalité pour devenir chevalier du roi. Le garçon est capable d'affronter plusieurs adversaires en même temps, mais il n'a pas l'intention de les tuer. Quelques types au hasard commencent à lancer de la magie sur Yojiri, mais il leur ordonne simplement de mourir. Le garçon ne comprend pas pourquoi ils sont tombés, mais il en conclut que c'est sans doute l'ancien dieu qui a puni ceux qui ne respectaient pas la loi, puisqu'ils avaient tous renoncé à les combattre. Il se tourne vers le duo et leur demande de rester un peu plus longtemps pendant qu'il les protège. Soudain, ils entendent une voix qui appelle à l'aide et voient un garçon coupé en deux qui essaie de ramper en demandant une pierre. Tomoshika voit une pierre aux couleurs de l'arc-en-ciel à côté d'elle et la pose sur la main du garçon. Le garçon écrase la pierre et, d'une manière ou d'une autre, elle régénère son corps. Il la remercie pour son aide, mais l'homme à l'épée leur dit de le suivre car leur nombre a diminué. Alors qu'ils marchent dans la forêt, Tomoshika se demande ce qu'ils doivent faire. Atiya les supplie de rester et de participer. Elle explique ensuite que si sa recommandation devient le chevalier du Saint-Roi, elle deviendra leur servante. Yojiri trouve que cela devient ennuyeux, mais comme ils n'ont pas obtenu d'informations, il va les suivre. Les autres garçons se présentent sous le nom de Lionel et le chevalier sous celui de Rick. Yojiri interroge Rick sur l'épée sacrée et le chevalier du roi saint. Rick explique qu'un chevalier saint s'occupe des dieux qui ont été scellés, qu'ils appellent des démons. Il révèle que le diable est apparu il y a 1000 ans et qu'il a été scellé par le saint roi de l'époque. Yojiri n'est pas sûr que le démon soit toujours une menace après avoir été scellé si longtemps, mais Nick explique que certains disciples essaient de le libérer. Tomoshika profite de l'occasion pour interroger Lionel sur la pierre qu'il possédait et qu'il appelle la « pierre d'excuse ». La pierre peut le guérir de blessures graves ou même être utilisée comme jeton. Tomoshika est perplexe, mais Lionel lui explique qu'il n'a pas de chance. Il révèle rapidement qu'il est devenu un sacrifice d'une mystérieuse organisation avant de venir dans ce monde, mais qu'une déesse lui est soudain apparue et lui a donné ses pierres. Tomoshika en profite pour demander à l'esprit si Dieu aime contrôler le destin des gens. L'esprit répond que certaines personnes sont surveillées par des esprits, mais qu'il y a aussi des gens dont le destin est choisi par Dieu. Tomoshika remarque qu'il ne lui reste plus que 3 pierres, mais Lionel explique pathétiquement qu'il reçoit de nouvelles pierres à chaque minuit, en fonction de la malchance de sa journée. Soudain, il voit les autres participants disparaître, mais Atiya leur dit de ne pas s'inquiéter car il s'agit d'une barrière invisible. Lorsqu'ils entrent, ils voient une immense tour, mais l'esprit ordonne à Tomoshika de quitter cet endroit parce qu'elle sent un miasme maléfique provenant de la tour. Soudain, Lionel se met à vomir et l'esprit lui explique qu'il a été affecté par les miasmes. En regardant autour de lui, Yojiri remarque quelque chose. Lionel utilise la pierre et acquiert une résistance au miasme. Yojiri demande alors à Atiya s'il est possible d'entrer dans la tour, mais elle n'est plus là. Nick explique que seules les personnes qui participent à la sélection sont autorisées à entrer. Ils entrent dans la tour et prennent l'ascenseur jusqu'à l'étage le plus élevé. Là, le vieil homme leur dit de regarder en bas et ils voient une énorme boule d'énergie et le vieil homme leur explique que c'est la fin du monde. En regardant en bas, Tomoshika voit des monstres déos figés dans le temps au cours d'une grande bataille. Elle remarque qu'il y a un homme en noir et une femme en blanc au milieu. Elle dit à Yojiri que l'épée de la femme transperce les deux et Rick explique qu'il s'agit du Saint-Roi et du diable. Le vieil homme explique que son travail consiste à garder cet endroit. Soudain, une jeune fille nommée Frederica pense que tout sera fini s'ils parviennent à vaincre les choses à l'intérieur de la boule. Lionel l'appelle par son nom, révélant qu'elle est l'amie qui l'a amenée ici. Elle dit au vieil homme que sa tâche prendra fin aujourd'hui et elle lance une énorme boule de feu à l'intérieur de la boule d'énergie. Mais l'attaque semble vaine. Le vieil homme explique que le temps s'écoule lentement à l'intérieur de la barrière, et qu'il faudra quelques centaines d'années avant d'atteindre le Seigneur des Ténèbres. La jeune fille est choquée, mais le vieil homme lui désigne une autre fille et lui explique qu'elle va lui donner les détails de leur procès. Elle révèle que leur objectif est de passer du toit au premier étage de la tour en 24 heures. L'une des filles demande si elles peuvent sauter du toit, mais l'autre répond qu'elles doivent d'abord accumuler 100 points à l'intérieur de la tour. Le duo se rend compte qu'il ne l'a jamais vu auparavant, mais remarque que d'autres participants ont été ajoutés. Tomoshika n'en tient pas compte et demande si Yojiri ne peut pas tuer le dieu des ténèbres avec sa capacité, mais il se rend compte qu'il n'a aucune raison de le faire, alors il profite du spectacle. Il révèle ensuite qu'il a essayé de tuer la source du miasme et qu'il a tué le dieu des ténèbres.
Il décide alors d'entrer dans la tour pour atteindre l'étage inférieur et partir. Les deux autres tentent de les suivre, mais l'ami de Lionel leur dit de s'arrêter et elle lui demande ses pierres spéciales pour restaurer son pouvoir magique. Il lui tend une pierre en lui expliquant qu'elle ne peut être utilisée que par lui. Voyant qu'elle ne peut pas l'utiliser, la fille jette la pierre et se plaint qu'il la suive alors qu'il est inutile. Une fois à l'intérieur, il voit plusieurs participants sur le sol. Rick mentionne que la tour devrait être pleine de monstres et de pièges, mais qu'il devrait être facile d'en venir à bout puisqu'ils sont au dernier niveau. Il leur dit d'éviter les pièges qui n'ont pas encore été activés, mais Lionel tombe immédiatement dedans et se fait transpercer par un javelot. Heureusement, il guérit immédiatement grâce à un cristal. Malgré l'avertissement de Rick d'attendre, Lionel décide d'ouvrir une porte et d'entrer dans la pièce, mais la porte se referme et on n'entend plus que les cris de Lionel et des bruits de coups de couteau. Il force l'entrée, mais trouve une fille habillée en femme de chambre à l'intérieur de la pièce. Rick la reconnaît comme étant Teresa et lui demande ce qui se passe. Elle lui demande de ne pas la juger car ce n'est qu'une autre façon de marquer des points. Rick ne comprend pas pourquoi Teresa est dans la tour alors qu'elle est déjà chevalier, mais elle révèle que ses qualifications ont été annulées après avoir tué trop de gens par erreur et que c'est pour cela qu'elle est à nouveau testée. Rick demande à tout le monde de s'échapper, mais Tamashiko fait remarquer que c'est impossible car la pièce est remplie de câbles fins. Teresa remarque qu'elle a de beaux yeux et elle est déçue car ils ne sont pas tombés dans son piège. Rick décide alors de retenir Teresa pendant que Tamashiko et Yojiri trouvent un moyen de s'échapper. Teresa commence à attaquer avec ses fils, affirmant qu'un chevalier du Saint-Roi doit être la personne la plus forte du monde. Tamashiko remarque que Rick utilise son bouclier pour bloquer les attaques et pense que Teresa est beaucoup plus forte. Elle ne fait que jouer, alors que Rick doit faire de son mieux pour bloquer les attaques. Cependant, Yojiri décide de gâcher le plaisir et ordonne à Teresa de mourir. Elle s'écroule sur le sol, choquant tout le monde. Yojiri change de sujet et demande si la main qu'il vient de trouver appartient à Lionel. Tamashiko commence à regarder autour d'elle et trouve Lionel au bord de la mort, suppliant qu'on lui rende le cristal. Le groupe continue et atteint l'étage 98 où ils rencontrent une fille qui leur explique qu'il s'agit d'une zone d'hébergement sécurisée pour tout le monde. Yojiri en profite pour suggérer au groupe de se séparer car ils risquent de devoir s'entretuer lors d'un test. Rick accepte, tout en précisant qu'il ne s'attendait pas à ce que cette épreuve soit aussi cruelle. Il demande s'ils seront en sécurité et Yojiri révèle qu'il sera avec Tamashiko. Lionel veut attendre minuit pour faire le plein de cristaux et demande une chambre pour se reposer. Tamashiko et Yojiri restent seuls et il lui demande si elle veut se reposer. Mais il y a un problème, il n'y a qu'une seule chambre disponible. Notre garçon prend la chambre et trouve un lit double. Tamashiko lui rappelle l'esprit de son ancêtre, toujours présent, mais l'esprit lui dit de s'amuser en se cachant dans le mur. Tamashiko commence à s'inquiéter lorsqu'elle voit Yojiri se déshabiller et mettre son pyjama. Puis il se met au lit et s'allonge comme une brique. Tamashiko n'arrive pas à croire que ce type veuille simplement dormir. « Qu'est-ce que tu fabriques, Yojiri ?» Pendant ce temps, Lionel attend les cristaux dans sa chambre. Il est heureux d'avoir réussi à survivre jusqu'ici, malgré le fait qu'il soit mort 15 fois. Il est enfin minuit et il reçoit son cristal, mais il se rend compte qu'au lieu de 10 cristaux, il en reçoit 100 dans le cadre d'un événement spécial avec un objet ultra rare. Il pense recevoir une arme ou quelque chose comme ça, mais au lieu de ça, il invoque une fille. Il ne comprend pas pourquoi il vient d'invoquer la déesse qu'il a réincarnée dans ce monde. Il pense qu'elle va se joindre à lui en tant qu'alliée, mais elle lui révèle qu'elle n'est là que pour le contrôler. Malgré sa confusion, la déesse lui explique qu'elle a mis à jour son point de contrôle et que s'il meurt à nouveau, il pourra le faire. Pendant ce temps, le maître de l'épée veut savoir comment se déroule le test et elle explique qu'elle est inquiète car le nombre de morts ne correspond pas au nombre d'âmes. L'ancien lui dit de ne pas s'inquiéter car cela devrait suffire à maintenir la deuxième barrière. Pendant ce temps, une bagarre éclate dans un endroit quelconque. Une jeune fille se plaint du garçon qui l'attaque, mais celui-ci lui répond qu'il ne veut pas devenir un sage. La fille révèle qu'elle doit le tuer, mais il refuse, alors elle utilise son œil pour mesurer son pouvoir, confirmant qu'il a reçu ses pouvoirs de Dieu. Le garçon confirme, mais il révèle qu'il ne peut connaître son nom qu'en la regardant. Il tente de l'attaquer avec des tentacules magiques, mais la fille annule son attaque. Il devient fou et tente une autre attaque, mais elle l'annule en l'imitant. Elle prétend pouvoir faire la même chose que lui. Le garçon essaie de lancer un autre sort, mais rien ne se passe. Elle explique que Dieu peut donner et retirer des pouvoirs. Comme il ne peut plus utiliser la magie, le garçon décide d'utiliser son épée. Le garçon l'attaque, mais elle l'esquive et lui coupe la tête avec son couteau. Soudain, le couteau se met à parler, révélant qu'il a reçu une nouvelle mission. Elle doit maintenant se rendre à Anabusa et tuer Yojiri et Tamashiko.
Soudain, elle entend une voix qui lui dit d'attendre et il s'avère que c'est Fatso, qui explique immédiatement que l'autre garçon l'a sauvé des monstres. Comme il n'a nulle part où aller, il veut devenir son serviteur. Pendant ce temps, dans la tour, l'esprit se dépêche de réveiller l'un des deux et c'est Tamashiko qui ouvre les yeux en premier pour constater que Yojiri est en train de faire ses rêves les plus fous. Tamashiko remarque que l'esprit a la moitié de son corps à l'intérieur du mur et demande ce qui se passe. L'esprit explique qu'il a remarqué que Yojiri s'accrochait à Tamashiko pendant qu'il dormait et qu'elle a essayé de leur donner un peu d'intimité, mais elle a essayé de passer à travers, se coinçant elle-même dans le mur. L'esprit révèle que la tour attire les âmes des morts en un seul endroit, de sorte que les murs et les planchers essaient de l'absorber. Yojiri se réveille enfin et l'esprit lui demande s'il peut l'aider. Yojiri essaie de tuer la fonction d'absorption de la tour, mais l'esprit est finalement absorbé par le mur et Tamashiko lui dit au revoir. Yojiri touche le mur pour rétrécir la cible et active sa capacité. L'esprit parvient à sortir du mur et elle se demande pourquoi ils essaient de collecter les âmes des morts. Yojiri pense que ce test a un but caché et il dit à Tamashiko de se préparer parce qu'il tuera toute personne qui se montre hostile sans même lui demander son avis. Elle est confuse car c'est ce qu'il fait d'habitude, mais Yojiri explique qu'il essaie d'éviter de tuer autant que possible. Les autres participants vont essayer de les tuer, alors il ne peut plus se retenir. Tamashiko pense qu'il est trop tard pour le dire car elle est déjà prête. Elle le surprend alors en affirmant qu'il a utilisé son pouvoir pour la sauver, ce qui fait rougir Yojiri, qui se retourne en disant qu'il a faim et appelle le room service. Pendant ce temps, l'autre fille se trouve dans le canyon et rencontre le dragon d'or. Le gros garçon lui dit de s'enfuir parce qu'elle ne peut pas utiliser ses compétences pour gagner contre un dragon, mais elle pense que c'est facile parce qu'il est impossible qu'un énorme dragon puisse voler. Soudain, le dragon tombe et elle révèle que sa capacité est de simplement changer les événements tant qu'elle y croit. Mais elle ne peut pas influencer ce qui a une grande valeur de destin. Le dragon parvient à se relever et à mordre le bras de Fatso, mais la jeune fille lui coupe la tête. Soudain, un attaquant apparaît et commence à absorber les informations du dragon. L'attaquant s'enfuit soudainement et Fatso aperçoit une tour de loin. Elle décide de vérifier la tour pour trouver Yojiri, mais le gros homme refuse, expliquant qu'il sera tué. Pendant ce temps, Yojiri et Tamashiko poursuivent leur chemin à l'intérieur de la tour. Soudain, un homme apparaît et lui dit d'arrêter de tricher. Il lui explique que c'est lui qui a construit cette tour et qu'il peut apparaître où il veut. Tamashiko se plaint que c'est aussi de la triche, mais l'homme dit qu'il a eu du mal à trouver des pièges. Yojiri explique qu'ils veulent juste quitter la tour, mais l'homme répond qu'ils ne peuvent pas partir et il révèle que cette tour existe pour maintenir la barrière qui scelle le Dark God, donc Yojiri ne peut pas la détruire. Yojiri tente de conclure un marché. S'il les laisse partir, rien ne se passera, mais le garçon ne le croit pas car il pourrait être l'un des pions du dieu des ténèbres. Le garçon finit par se présenter comme Eglacia, le grand sorcier, et il essaie de donner à Yojiri quelque choix, mais notre garçon lui dit de mourir. Tamashiko est choqué et demande si ce type n'est pas quelqu'un d'important. Yojiri répond que ce type allait les tuer et qu'il devrait passer à autre chose. Soudain, le maître de l'épée remarque plusieurs alarmes dans le système de la tour, révélant que le seul chemin a été brisé, et que des pièges et des énigmes ont également été détruits sans avoir été activés. Rick réussit à atteindre 100 points après avoir battu un type au hasard et il remarque un énorme feu devant lui. En s'approchant, il réalise qu'il s'agit de Lionel et de son ami. Elle explique qu'elle essaie d'aider Lionel qui n'a actuellement aucun point. Elle crée littéralement une barrière de feu et l'oblige à se battre contre les autres participants. Heureusement, il réussit à tuer le gars et Rick se rend compte qu'il devient fort. Pendant ce temps, Yojiri et Tamashiko atteignent une sorte d'arène où ils voient deux personnes se battre. Elle remarque un homme assis sur un trône avec deux autres filles à ses côtés. Il dit à la fille au lapin que les attaques de son adversaire sont pathétiques et elle pense qu'il essaie de l'encourager. Tamashiko continue de regarder le combat et l'esprit lui demande ce qu'ils vont faire. Yojiri pense que c'est simple, ce combat n'a rien à voir avec eux et ils vont donc avancer rapidement. Tamashiko remarque que la porte est juste derrière le garçon, mais il dit à son adversaire d'être sérieuse. La fille décide de suivre son conseil et elle s'avère être un demi-démon. La jeune fille promet d'en finir rapidement avant que le maître d'épée ne découvre son identité. Elle combine la magie avec l'épée et attaque la fille lapin, mais celle-ci lâche son arme et commence à frapper l'autre fille. Il s'avère que la fille lapin est redoutable au combat rapproché. Tamashiko pense que ce duel ne finira jamais et Yojiri décide de demander au garçon de les laisser passer. Le garçon sur le trône lui demande qui il est, mais Yojiri répond simplement qu'ils ne se mettront pas en travers de son chemin. L'homme refuse de les laisser passer car ses disciples n'ont pas assez de points, mais Yojiri pense qu'il ne devrait pas les combattre car lui et Tamashiko n'ont que 6 points ensemble.
Le garçon panique en disant que c'est une raison pour laquelle il devrait se battre. Yojiri ne veut pas accumuler de points et veut simplement partir. Le garçon qui ne laisse passer personne. Yojiri demande à la fille et elle lui répond qu'il peut faire ce qu'il veut. Le garçon sur le trône pense que c'est l'occasion de voir un combat à 3. Si Yojiri gagne, il les laissera passer. Tamashiko commence à paniquer en mentionnant à quel point les talents de négociateur de Yojiri sont terribles. L'homme révèle alors qu'il veut garder la fille démon et Tamashiko pour lui. Il ordonne à ses filles de tuer Yojiri et de laisser les autres en vie, mais les filles tombent toutes au sol après que Yojiri leur a ordonné de mourir. Voyant qu'ils ont gagné, Yojiri et Tamashiko s'éloignent, mais le garçon refuse de se rendre. Il s'apprête à les attaquer, mais Yojiri ordonne sa mort. En partant, la fille démon demande si c'est bien Yojiri qui a tué tout le monde. Il le confirme et elle le supplie de l'aider. Yojiri n'est pas intéressé, mais Tamashiko lui dit d'au moins écouter sa requête. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.